Est-ce que vous êtes prêts, pour un nouveau livre incroyable, absolument incroyable? Il était temps. Donc on continue Pratchett parce qu'on aime bien et que j'ai le droit de lire j'ai le droit de lire des trucs que j'aime bien. Donc c'est le troisième tome dans dans l'histoire, quoi. Mmh mh. La huitième fille et heu, c'est parti. La présente histoire parle de magie. Où va-t-elle? Et principalement, d'où vient-elle et pourquoi? Mais elle ne prétend pas pour autant répondre à tout ou partie de ces questions. Peut-être permettra-t-elle, cependant, d'expliquer pourquoi Gandalf ne s'est jamais marié et pourquoi Merlin était un homme. Parce que la présente histoire parle aussi de sexe, mais probablement pas dans le sens athlétique, acrobatique, compter les jambes et diviser par deux du terme, à moins que les personnages n'échappent totalement au contrôle de l'auteur. Ils en seraient parfaitement capables. En tout cas, la présente histoire parle surtout d'un monde. Le voici qui arrive. Ouvrez bien les yeux. Les effets spéciaux sont hors de prix. Une note grave retentit. Un accord plutôt profond, vibrant, qui présage une entrée en fanfare de la section des cuivres en l'honneur du cosmos. Car la scène a pour cadre l'immensité noire de l'espace, où quelques étoiles scintillent telles les pellicules sur les épaules de Dieu. Elle apparaît alors, plus grosse que le plus gros, le plus méchamment armé des croiseurs stellaires issus de l'imagination d'un réalisateur de films à grand spectacle. Une tortue, longue de 15 000 kilomètres. C'est la Grande Atuine, l'un des rares astrochéloниens d'un univers où les choses sont moins que ce qu'elles sont et davantage que ce qu'on croit. Et elle porte sur sa carapace grêlée de cratères météoritiques 4 éléphants géants, qui soutiennent à leur tour sur leurs monstrueuses épaules la grande roue circulaire du disque-monde. À mesure que le monde se déplace, l'œil en embrasse l'ensemble à la lumière de son minuscule soleil en orbite. On y distingue des continents, des archipels, des mers, des déserts, des chaînes de montagnes, et même une toute petite calotte glaciaire. Les habitants d'un tel disque, c'est évident, ne veulent pas entendre parler de théorie globale. Leur monde, bordé d'un océan qui l'encercle et se déverse perpétuellement dans l'espace en une seule et longue cataracte, est aussi rond et plat qu'une pizza géologique, moins les anchois. Un tel monde, qui n'existe que parce que les dieux ne résistent pas à une bonne blague, est forcément un terrain où la magie peut survivre. Le sexe aussi, bien entendu. Il arriva à pied en plein orage, et l'on reconnaissait en lui un mage, d'abord à cause de sa longue cape et de son bourdon sculpté, mais surtout parce que les gouttes de pluie s'arrêtaient à plusieurs dizaines de centimètres de sa tête pour disparaître en vapeur. C'était une région propice aux orages, là-haut dans les montagnes du Bélier, une région de pics dentelés, de forêts épaisses et de vallées fluviales si petites qu'à peine la lumière du jour en avait-elle atteint le fond qu'il lui fallait déjà repartir. Des lambeaux de nuages s'accrochaient aux pics moins élevés en dessous du sentier de montagne où dérapait et glissait le mage. Quelques chèvres l'observaient à travers les fentes de leurs paupières, vaguement intéressées. Il suffit de peu pour intéresser une chèvre. De temps en temps, il s'arrêtait et jetait son lourd bourdon en l'air. Le bâton retombait toujours en indiquant la même direction. Alors, le mage soupirait, le ramassait et reprenait sa marche dans un bruit de succion. L'orage se déplaçait autour des collines sur des jambes d'éclairs, hurlant et grondant. Le mage disparut dans un tournant du sentier, et les chèvres se remirent à leur pâture humide. Jusqu'à ce qu'autre chose leur fasse redresser la tête. Elles se raidirent, les yeux écarquillés, les naseaux palpitants. C'était étrange parce qu'il n'y avait rien sur le sentier. Mais les chèvres le regardèrent quand même passer jusqu'à ce que ce soit hors de vue. Un village se tapissait dans une vallée étroite entre des bois à flanc d'escarpement. Ce n'était pas un grand village, on ne l'aurait pas vu sur une carte des montagnes. On le voyait à peine sur une carte du village.
C'était en fait une de ces localités qui n'existent que pour permettre à des gens d'en être originaires. L'univers en est infesté. Villages cachés, petites villes balayées par les vents sous des cieux immenses, voire cabanes isolées dans des montagnes glaciales, dont l'histoire retient seulement qu'ils ont été le lieu incroyablement ordinaire où un événement extraordinaire a pris naissance. Souvent, il n'y a rien de plus qu'une petite plaque pour signaler que, contre toute vraisemblance gynécologique, un personnage très célèbre a vu le jour à mi-hauteur d'un mur. La brume se recroquevilla entre les maisons lorsque le mage franchit un pont étroit jeté en travers d'une rivière aux eaux grossies et se dirigea vers la forge du village, bien que les deux faits n'aient aucun rapport l'un avec l'autre. La brume se serait recroquevillée de toute façon. C'était une brume chevronnée qui avait élevé le recroquevillage au rang des beaux-arts. La forge était pleine de monde, évidemment. Dans une forge, on a l'assurance de trouver un bon feu et quelqu'un à qui parler. Plusieurs villageois se prélassaient dans l'ombre chaleureuse, mais à l'approche du mage, ils se redressèrent sur leurs séants, dans l'expectative, et s'efforcèrent de prendre l'air intelligent, pour la plupart sans grand succès. Le forgeron ne se sentit pas le besoin d'une telle obséquiosité. Il adressa un signe de tête au mage, mais il s'agissait là d'un salut d'égal à égal, du moins dans l'esprit du forgeron. Après tout, n'importe quel forgeron à peu près compétent possède davantage que de vagues notions de magie. En tout cas, il aime à le croire. Le mage s'inclina. Un chat blanc qui dormait près du foyer se réveilla et l'observa prudemment. « Comment s'appelle ce village, monsieur ?» demanda le mage. « Trouduc », répondit l'autre. « Trouduc », répéta le forgeron dont le ton mettait quiconque au défi de lui chercher noise. Le mage réfléchit. « Un nom avec une histoire, finit-il par dire. Qu'en d'autres circonstances, il m'aurait plu d'entendre. Mais j'aimerais vous entretenir, forgeron, au sujet de votre fils. » « Lequel ?» fit l'artisan, et les invités parasites ricanèrent. Le mage sourit. « Vous avez 7 fils, n'est-ce pas? Et vous-même êtes un 8e fils. » Le visage du forgeron se figea. Il se tourna vers les villageois. « Bon, la pluie s'arrête, dit-il. Foutez le camp, vous autres. Monsieur... » Il regarda le mage, les sourcils levés. « Tambour Billette, fit le mage. Monsieur Billette et moi, on a à causer. » Il agita vaguement son marteau et, un à un, le cou tendu par-dessus leurs épaules au cas où le mage accomplirait quelque chose d'intéressant, les badauds vidèrent les lieux. Le forgeron tira 2 tabourets de sous un établi. Il sortit une bouteille d'un placard près de la citerne d'eau et versa un liquide clair dans 2 tout petits verres. Les 2 hommes s'assirent et regardèrent la pluie et la brume rouler par-dessus le pont. Puis le forgeron fit « Je sais de quel fils vous voulez parler. La mémé est là-haut avec ma femme en ce moment. 8e fils d'un 8e fils, pour sûr. L'idée m'a traversé l'esprit, mais j'y ai pas attaché grande importance, pour être honnête. Bien, bien, un mage dans la famille, hein. Vous comprenez vite, remarqua Billette. Le chat blanc bondit de son perchoir, s'approcha nonchalamment du visiteur et lui sauta sur les genoux. Les doigts fins du mage le caressèrent machinalement. Bien, bien, répéta l'artisan. Un mage à Trouduc, hein. Peut-être, peut-être, dit Billette. Évidemment, il lui faudra d'abord aller à l'université. Il peut faire de brillantes études, bien entendu. Le forgeron considéra l'idée sous tous les angles et conclut qu'elle lui plaisait beaucoup. Une pensée lui vint soudain. « Attendez, fit-il. J'essaie de retrouver ce que disait mon père. Un mage qui sait qu'il va mourir peut, comme qui dirait, transmettre son art, comme qui dirait magique, à, comme qui dirait, un successeur, c'est ça? » Je ne l'ai jamais entendu exprimer aussi succinctement, oui, fit le mage. Alors, vous allez, comme qui dirait, mourir? Ah, oui. Le chat ronronna sous les doigts qui le chatouillaient derrière l'oreille. Le forgeron eut l'air embarrassé. Quand? Le mage réfléchit un instant. Dans à peu près 6 minutes. Oh. N'ayez aucune inquiétude, fit le mage.
J'attends ce moment avec impatience, c'est la vérité. J'ai entendu dire qu'on ne souffre pas. Le forgeron s'absorba dans ses pensées. Qui vous a dit ça? Finit-il par demander. Le mage fit semblant de ne pas l'avoir entendu. Il surveillait le pont, cherchait des yeux une turbulence révélatrice dans la brume. Écoutez, fit le forgeron, faudrait me dire comment on s'y prend pour élever un mage. Voyez, parce que y en a pas de mage dans le pays et... La chose se fera d'elle-même. Le coupa Billette d'une voix aimable. La magie m'a guidée jusqu'à vous. La magie s'occupera de tout. C'est d'ordinaire ce qu'elle fait. N'ai-je pas entendu crier? Le forgeron regarda au plafond. Par-dessus le crépitement de la pluie, il perçut les braillements d'une paire de poumons tout neufs à plein régime de fourrage. Le mage sourit. Faites-le descendre, Dit-il. Le chat se redressa sur son derrière et regarda d'un air intéressé la grande porte de la forge. Alors que le forgeron lançait des appels excités vers le haut de l'escalier, l'animal bondit à terre et traversa l'atelier à pas lents et feutrés, en ronronnant comme une scie à ruban. Une grande femme aux cheveux blancs apparut au bas des marches, qui serrait un paquet dans une couverture. Le forgeron la poussa vivement jusqu'au mage assis sur son tabouret. Mais, commença-t-elle. C'est très important, dit le forgeron d'un air d'importance. On fait quoi maintenant, monsieur? Le mage leva son bourdon. Le bâton était aussi grand qu'un homme et presque aussi épais que le poignet de son propriétaire, couvert de sculptures qui donnaient l'impression de se transformer sous l'œil de l'artisan, comme si elle ne voulait pas qu'il surprenne ce qu'elle représentait. l'enfant doit le tenir. Dit en Bourbillette. Le forgeron approuva de la tête et farfouilla dans la couverture jusqu'à ce qu'il déniche une petite main rose. Il la guida doucement vers le fût de bois. Elle s'en saisit fermement. Mais, répéta la sage-femme. Tout va bien, mémé, je sais ce que je fais. C'est une sorcière, monsieur, faites pas attention. Bon, reprit le forgeron. Et maintenant? Le mage restait silencieux. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Commença l'artisan qui s'arrêta. Il se pencha pour regarder le visage du vieux mage. Billette souriait, mais personne n'aurait su dire à quelle blague. Le forgeron repoussa le bébé dans les bras de la sage-femme surexcitée. Puis, aussi respectueusement que possible, il força les doigts pâles et menus à lâcher le bourdon. Son contact donnait une impression étrange, graisseuse comme de l'électricité statique. Le bois proprement dit était presque noir, mais les sculptures avaient une teinte légèrement plus claire et blessaient les yeux lorsqu'on essayait de comprendre ce qu'elles étaient censées figurer. « T'es content de toi ?» fit la sage-femme. « Hein? Ah, oui, à vrai dire, oui. Pourquoi donc ?» Elle écarta d'un coup sec un pli de la couverture. Le forgeron baissa les yeux et déglutit. « Non, murmura-t-il. Il a dit... » Et qu'est-ce qu'il en savait, lui? Ricana Mémé. « Mais il a dit que ce serait un fils. » À moi, ça m'a pas l'air d'en être un, mon gars. Le forgeron s'effondra sur son tabouret, la tête dans les mains. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» gémit-il. T'as donné au monde le premier mage femelle, Répondit la sage-femme. mais qui c'est-il donc, ce petit bout de chou-là? Quoi? Je cause au bébé. Le chat blanc ronronnait et faisait le gros dos comme s'il se frottait contre les jambes d'un vieil ami. Ce qui était bizarre, parce qu'il n'y avait personne. J'ai été bête. Dit une voix qu'aucun mortel ne pouvait entendre. Je pensais que la magie savait ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle le sait. Si seulement je pouvais. Impossible de revenir en arrière. Impossible de revenir en arrière, dit la voix profonde et lourde comme la fermeture des portes d'une crypte. La volute de néant qui était Tambourbillette réfléchit un instant. Mais elle va avoir des tas d'ennuis. La vie, c'est comme ça. À ce qu'on m'a dit. Difficile pour moi de le savoir, bien entendu. Et si je me réincarnais? La mort hésita. Ça ne te plairait pas, dit-il. Crois-moi.
J'ai entendu dire que certaines personnes font ça tout le temps. Ça demande de l'entraînement. Faut commencer petit et travailler dur. Tu n'imagines pas quelle horreur c'est d'être une fourmi. C'est si terrible. Tu ne le croirais pas. Et avec ton karma, une fourmi, c'est encore plus que tu ne peux espérer. On avait ramené le bébé à sa mère et le forgeron, assis, inconsolable, regardait tomber la pluie. Tambourbillette grattait le chat derrière l'oreille et songeait à sa vie. Une longue vie, c'était un des avantages du statut de mage, au cours de laquelle il avait commis beaucoup d'actions dont il ne se glorifiait pas trop. Il était temps que... Je n'ai pas toute la journée, tu sais, dit la mort d'un ton de reproche. Le mage baissa les yeux sur le chat et s'aperçut alors qu'il avait maintenant l'air drôlement bizarre. Souvent, les vivants ne se rendent pas compte combien le monde paraît compliqué depuis l'au-delà. Parce que si la mort libère l'esprit de la camisole des 3 dimensions, elle le dégage aussi du temps, qui n'est en fin de compte qu'une autre dimension. Ainsi, le chat qui se frottait contre ses jambes invisibles était sans conteste le même qu'il avait vu quelques minutes plus tôt. Mais c'était aussi très nettement un tout petit chaton, un vieux gros matou à moitié aveugle, et chacun des stades intermédiaires. Tous à la fois. Comme il avait commencé petit, il ressemblait à une carotte blanche en forme de chat. Une description dont il faudra se contenter tant qu'on n'aura pas inventé les adjectifs quadridimensionnels adéquats. La main squelettique de la mort tapa doucement Billette sur l'épaule. « Partons, mon fils. Je ne peux rien faire. La vie, c'est pour les vivants. N'importe comment, tu lui as donné le bourdon. » Oui, c'est vrai. La sage-femme s'appelait Mémé Cire du Temps. C'était une sorcière. On les acceptait plutôt bien, les sorcières dans les montagnes du Bélier. Personne n'avait à redire contre elles. Du moins quand on tenait à se réveiller le matin sous la même forme qu'on s'était couché la veille. Le forgeron contemplait toujours mélancoliquement la pluie lorsqu'elle redescendit l'escalier et lui claqua une main verruqueuse sur l'omoplate. Il leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que je vais faire, mémé ?» demanda-t-il, incapable de cacher le ton implorant de sa voix. « T'en as fait quoi, du mage ?» Je l'ai porté dans la réserve à bois. C'était bien. Ça ira pour le moment, répondit-elle sèchement. Et maintenant, faut que tu brûles le bourdon. Ils se retournèrent tous les deux pour regarder le lourd bourdon que le forgeron avait appuyé dans le coin le plus sombre de son atelier. On aurait presque dit qu'il les regardait lui aussi. « Mais il est magique, chuchota-t-il. Et alors ? Il va brûler ? Jamais vu de bois qui brûlait pas. Il a pas l'air normal. » Mémé Cire du Temps ferma les grandes portes à la volée et se tourna vers lui avec colère. « Écoute-moi bien, Gordo Lefebvre, dit-elle. Les mages femmes, c'est pas normal non plus. C'est pas la bonne magie pour les femmes, la magie de mage. C'est que livres, étoiles et géométrie. Elle comprendra jamais. On n'a jamais entendu parler de mage femme. » « Il y a bien des sorcières, » objecta le forgeron d'une voix hésitante. « Et aussi des enchantresses, à ce qu'on me dit. » « Les sorcières, ça n'a rien à voir, » lui jeta Mémé Cire du Temps. « Elles pratiquent une magie de la terre, pas du ciel. Et les hommes, ils ont pas le coup pour ça. Quant aux enchantresses, ajouta-t-elle, c'est des pas grand-chose. Crois-moi, tu brûles le bourdon, t'enterres le cadavre, et tu dis rien sur ce qui s'est passé. » Lefebvre acquiesça à contre-cœur, s'approcha de la forge et actionna le soufflet jusqu'à ce que les étincelles se mettent à voler. Il revint près du bourdon. Il ne voulait pas bouger. Il veut pas bouger. La sueur lui perlait au front tandis qu'il tirait sur le morceau de bois qui, peu coopératif, restait immobile. « Attends, laisse-moi essayer, » dit Mémé, et elle avança la main par devant lui. Il y eut un claquement et une odeur de fer blanc chauffé. Lefebvre traversa la forge à la course, pleurnichant à moitié jusqu'au mur d'en face contre lequel Mémé avait atterri cul par-dessus tête. « Ça va ?»
Elle ouvrit 2 yeux comme des diamants furieux et annonça: Je vois. C'est comme ça, hein? «Comme ça quoi?» fit Lefebvre complètement ahuri. Aide-moi à me relever, espèce d'imbécile. Et va me chercher un hachoir. Le ton de sa voix laissait entendre que ce serait une bonne idée de ne pas désobéir. Lefebvre fourragea désespérément dans le bric-à-brac à l'arrière de la forge et finit par trouver une vieille hache à double tranchant. Bien. Maintenant, enlève ton tablier. «Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire?» voulut savoir le forgeron qui commençait à perdre prise sur les événements. Mémé poussa un soupir excédé. C'est du cuir, crétin. Je vais envelopper le manche dedans. Il me fera pas le même coup 2 fois. Lefebvre retira à grand-peine le lourd tablier de cuir et le lui tendit avec d'infinies précautions. Elle l'enroula autour du manche et porta 1 ou 2 coups dans le vide. Puis, l'air d'une araignée dans la lueur de la fournaise quasi incandescente, elle traversa l'atelier à grands pas et, dans un grognement de triomphe et d'effort, abattit la lourde lame en plein milieu du bourdon. Il y eut un petit bruit sec. Il y eut comme un bruit de perdrix. Il y eut un bruit sourd. Il n'y eut plus de bruit du tout. Lefebvre leva tout doucement le bras sans bouger la tête et toucha la lame de la hache. Elle ne se trouvait plus sur l'outil. Elle s'était enfoncée dans la porte près de son crâne et lui avait enlevé un minuscule copeau d'oreille. Mémé, debout l'air légèrement sonné d'avoir frappé un objet parfaitement inébranlable, fixa le morceau de bois dans ses mains. D'accord, Bégaya-t-elle. si c'est comme ça. Non, fit Lefebvre avec autorité en se frottant l'oreille. Je sais pas à quoi tu penses, mais non. Laisse tomber. Je vais entasser des bricoles autour. Personne n'y fera attention. Laisse tomber. C'est rien qu'un bout de bois. Rien qu'un bout de bois. T'as une meilleure idée. Une idée qui m'arrachera pas la tête. Elle jeta un regard mauvais au bourdon qui ne parut pas tiquer. Pas pour l'instant. Reconnut-elle. Mais donne-moi un peu de temps. D'accord, d'accord. De toute façon, j'ai affaire. Des mages à enterrer, tu sais ce que c'est. Lefebvre prit une pelle près de la porte du fond. Hésita. Mémé, Quoi? tu sais comment les mages aiment se faire enterrer? Oui. Comment alors? Mémé Sire-du-Temps marqua une pause au pied de l'escalier. À contre-cœur. Plus tard, la nuit tomba doucement à mesure que les dernières ondes de la lumière lente du monde s'écoulaient de la vallée et qu'une lune pâle, délavée par la pluie, brillait dans une nuit cloutée d'étoiles. Et de l'ombre d'un verger derrière la forge s'échappait de temps à autre un tintement de pelle ou un juron étouffé. Dans un berceau à l'étage, le premier mage féminin du monde rêvait à pas grand-chose. Le chat blanc somnolait à sa place attitrée près du brasier de la forge. Les seuls bruits dans la chaude obscurité de l'atelier, c'étaient les crépitements des morceaux de charbon qui se tassaient sous la cendre. Le bourdon se dressait dans son coin, à la place qu'il voulait occuper, enveloppé d'ombres légèrement plus noires qu'elles ne le sont d'ordinaire. Le temps passa, ne faisant, somme toute, que son boulot. Il y eut un léger cliquetis, un frémissement dans l'air. Au bout d'un moment, le chat s'assit sur son derrière et regarda d'un œil intéressé. L'aube vint. Sur les hauteurs du Bélier, l'aube faisait toujours impression, surtout quand une tempête avait dégagé l'atmosphère. La vallée qu'occupait Trouduc dominait un paysage de montagnes et de contreforts de moindre altitude, violet et orange dans les premières lueurs matinales qui les envahissaient tout doucettement, car la lumière se déplace à la vitesse d'une limace dans le vaste champ magique du disque. Au loin, les grandes plaines demeuraient plongées dans une flaque d'ombre. Encore plus loin, la mer scintillait de temps en temps. En fait, de ce point de vue, le regard portait jusqu'au bout du monde. Il ne s'agit pas là d'une image poétique, mais de la réalité, puisque le monde était indubitablement plat et en outre connu pour se faire véhiculer à travers l'espace à dos de 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la grande atuine, la tortue céleste. Mais redescendons à Trouduc.
où le village s'éveille. Le forgeron vient d'entrer dans sa forge, et l'a trouvée mieux rangée que jamais depuis un siècle. On a remis tous les outils à leur place, balayé par terre, et allumé un nouveau feu. Assis sur l'enclume qu'on a déménagé à l'autre bout de l'atelier, il observe le bourdon et s'efforce de réfléchir. Il ne se passa pas grand-chose pendant 7 ans, sauf que l'un des pommiers du verger de la forge poussa notablement plus haut que les autres. Il y grimpait souvent une fillette brune à qui manquait une dent sur le devant, une fillette à la physionomie qui promettait, sinon une beauté future, du moins un charme intéressant. Elle avait reçu le nom d'Escarina, sans raison particulière autre que la sonorité du mot qui plaisait à sa mère, et Mémé Sire-du-Temps, qui la surveillait de près, n'avait jamais décelé en elle le moindre signe de magie. Il est vrai que la gamine passait plus de temps à grimper aux arbres et à courir en braillant que ne le font normalement les petites filles, mais avec 4 frères plus âgés encore à la maison, elle avait des excuses. En vérité, la sorcière commençait à se rassurer et à croire que la magie n'avait pas pris, en fin de compte. Mais la magie a pour habitude de garder un profil bas, comme un râteau dans l'herbe. L'hiver revint une fois de plus. Un mauvais hiver. Les nuages s'agglutinaient autour des montagnes du Bélier comme de gros moutons gras, remplissaient les ravines de neige et transformaient les forêts en cavernes silencieuses et lugubres. Les hauts cols étaient fermés et les caravanes ne repasseraient pas avant le printemps. Trouduc devint un îlot de chaleur et de lumière. Au petit déjeuner, la mère d'Esque lança « Je m'inquiète au sujet de Mémé Sire-du-Temps. On la voit plus depuis un moment. » Lefebvre la regarda par-dessus sa cuillerée de porridge. « C'est pas moi qui vais m'en plaindre, » dit-il. « Elle Elle a un grand nez. » le coupa Esque. Ses parents lui jetèrent un regard courroucé. « T'as pas à faire ce genre de réflexion, » dit sa mère d'un ton sévère. « Mais père a dit qu'elle fourre toujours son... » « Escarina. »« Mais il a dit... » »« Moi, je te dis... » »« Oui, mais il a dit qu'elle avait... » Lefebvre allongea le bras et lui flanqua une claque. Elle n'était pas très forte et il la regretta aussitôt. Les garçons avaient droit à des taloches, voire à sa ceinture toutes les fois qu'ils le méritaient. L'ennui avec sa fille, plutôt que de la désobéissance ordinaire, c'était cette façon exaspérante qu'elle avait de continuer à discuter longtemps après qu'elle aurait dû se taire. Ça le mettait toujours hors de lui. Elle éclata en sanglots. Lefebvre se leva, gêné, en colère après lui-même, puis il s'en fut d'un pas lourd à la forge. Il y eut un grand choc, suivi d'une chute sourde. On le trouva sans connaissance par terre. Par la suite, il ne cessa de soutenir qu'il s'était cogné la tête dans l'encadrement de la porte. Ce qui paraissait bizarre, vu qu'il n'était pas très grand, et qu'il y avait toujours eu assez d'espace entre son crâne et le chambranle jusque-là. Mais ce qui s'était passé n'avait aucun rapport, il en était sûr, avec le mouvement fugitif aperçu dans l'angle le plus sombre de la forge. Sans qu'on sache pourquoi, d'autres événements semblables marquèrent la journée. Ce fut une journée de vaisselle cassée, une journée où les gens se marchaient sur les pieds et ronchonnaient. La mère d'Esque laissa tomber une cruche qui avait appartenu à sa grand-mère et une caisse entière de pommes se révéla moisie dans le grenier. Dans l'atelier, la forge récalcitrante refusa de tirer. James, le fils aîné, glissa sur la glace tassée de la route et se fit mal au bras. Le chat blanc, mais c'était peut-être un de ses descendants car les chats menaient leur vie personnelle et compliquée dans le fenil voisin de la forge, le chat blanc donc alla grimper dans la cheminée de l'arrière-cuisine et refusa de redescendre. Même le ciel s'affaissait comme un vieux matelas, et l'atmosphère était étouffante malgré la neige. Nerfs en pelote, mécontentement et mauvaise humeur faisaient vibrer l'air comme par temps d'orage. « Bon d'accord, ça suffit comme ça !» s'écria la mère d'Esque. « Cerne, Gulta, Esque et toi allez donc voir comment va Mémé et... Où elle est passée, Esque ?» Les 2 plus jeunes garçons sortirent la tête de sous la table où ils se bagarraient sans grande conviction. « Je l'ai rendue au verger, » dit Gulta. « Une fois de plus. »« Allez la chercher alors, et mettez-vous en route. »« Mais il fait froid, il va retomber de la neige. » Il n'y a qu'1,5 kilomètre d'ici chez Mémé et la route est bien dégagée. Et puis, c'est pas vous qui demandiez à sortir quand on a eu la première neige ?
Allez, filez, et revenez pas tant que vous serez pas de meilleure humeur. » Ils trouvèrent Esk assise sur une fourche du grand pommier. Les garçons ne l'aimaient pas beaucoup, cet arbre-là. D'abord, il était tellement couvert de gui qu'il paraissait vert même en plein hiver. Ensuite, il donnait de petits fruits. Un jour aigre à vous retourner l'estomac, le lendemain pourri et infesté de guêpes. Et sous son air facile à escalader, il avait la manie de casser ses petites branches et de déloger les pieds au mauvais moment. Cerne avait une fois juré qu'une branche s'était tordue rien que pour le faire tomber. Mais le pommier tolérait Esk qui allait régulièrement s'y asseoir quand elle était contrariée, qu'elle en avait marre ou simplement envie d'être seule. Et les garçons sentaient que le droit de tout frère à gentiment torturer sa sœur s'arrêtait au pied de l'arbre. Aussi lui lancèrent-ils une boule de neige, qui passa à côté. « On va voir la vieille cire du temps. Mais t'es pas forcé de venir. Parce que tu nous ralentirais et puis tu pleurnicherais sûrement. » Esk laissa tomber sur eux un regard grave. Elle ne pleurait pas beaucoup. Ça n'avançait jamais à grand-chose, estimait-elle. « Si vous voulez pas de moi, alors je viens, » dit-elle. Ce genre de réponse passe pour de la logique entre frères et sœurs. « Ah, on veut bien de toi, » se hâta de dire Gulta. « Je suis bien contente de le savoir, » répliqua Esk qui se laissa tomber sur la neige durcie. Ils avaient un panier de saucisses fumées, 2 en conserve et, parce que leur mère était prudente autant que généreuse, un grand pot de confiture de pêche qu'on n'appréciait guère dans la famille. Elle les faisait quand même tous les ans lorsque les petites pêches sauvages étaient mûres. Les trous du Coin avaient appris à vivre avec la neige des longs hivers. Ainsi, les routes qui sortaient du village étaient-elles bordées de planches afin de réduire les formations de congères et, plus important, d'empêcher les voyageurs de s'égarer. Pour les habitants de la région, le risque n'était pas très grand car un génie méconnu du conseil communal, plusieurs générations auparavant, avait eu l'idée de tailler des jalons tous les 10 arbres dans la forêt autour du village, sur une distance de près de 3 kilomètres. La tâche avait pris des années, et l'on pouvait toujours consacrer son temps libre au retaillage. Mais certains hivers où le blizzard vous perdait un homme à quelques mètres de chez lui, plus d'une vie avait été sauvée grâce au dessin d'encoche que les doigts découvraient à tâtons sous la neige collée au tronc. Il neigeait à nouveau lorsqu'ils quittèrent la route et entreprirent de gravir le sentier où l'été, la maison de Mémé Cire du Temps nichait dans une débauche de fourrés de framboisiers et de plantes à sorcières bizarres. « Y a aucune trace de pas, » observa Cerne. « Que des traces de renard, » dit Gulta. « Il paraît qu'elle peut se changer en renard. Ou en n'importe quoi, même en oiseau. N'importe quoi. C'est comme ça qu'elle sait tout le temps ce qui se passe. » Ils jetèrent autour d'eux un regard prudent. Effectivement, au loin, perché sur une souche d'arbre, un corbeau ébouriffé les observait. « Il paraît qu'il y a toute une famille là-bas au pic fendu qui peut se changer en loup, » dit Gulta, peu enclin à abandonner un sujet prometteur. « Parce qu'une nuit, quelqu'un a tiré à l'arc sur un loup et que le lendemain, leur tante boitait avec une blessure de flèche dans la jambe. Et moi, j'y crois pas, que les gens peuvent se changer en animaux, » dit lentement Esk. « Ah ouais, mademoiselle, je sais tout. Mémé est plutôt costaude. Si elle se transformait en renard, qu'est-ce qu'elle ferait de tous les bouts en trop ? » « Elle les ferait disparaître par magie, » dit Cerne. « Je crois pas que la magie, ça marche comme ça, » dit Esk. « Tu peux pas faire arriver les choses comme tu veux, il y a une sorte de... comme une bascule. Si tu abaisses un bout, l'autre remonte. » Sa voix s'estompa. Ses frères lui lancèrent un regard. « Je vois mal Mémé sur une bascule, » dit Gulta. Cerne gloussa. « Non, je veux dire, à chaque fois qu'une chose se produit, une autre doit forcément se produire aussi, je crois, » reprit Esk en hésitant. Puis elle contourna avec précaution une congère plus grosse que d'habitude. « Mais dans l'autre direction. » « C'est idiot, » fit Gulta. « Parce que, regarde, tu te souviens quand la foire est venue l'été dernier ? Il y avait bien un mage qui faisait sortir toutes sortes d'oiseaux et de trucs de nulle part, non ? Je veux dire, ça s'est passé comme ça. Il a dit des paroles, agité les mains, et c'est arrivé, voilà. Il n'y avait pas de bascule. »« Il y avait une balançoire, » dit Cerne, « et un truc où il fallait jeter des trucs sur des trucs pour gagner des tracts. »« Et t'as rien touché, Guy. »« Toi aussi. T'as dit que les tracts étaient collés au truc pour qu'on n'arrive pas à lui faire tomber, t'as dit. »
Leur conversation s'égarait. On aurait cru entendre deux jeunes chiens. Esk écoutait d'une oreille distraite. Je sais ce que je veux dire, songeait-elle. La magie, c'est facile. Suffit de trouver le point où tout est en équilibre et de pousser. C'est à la portée de n'importe qui. Il n'y a rien de magique là-dedans. Toutes ces histoires de paroles saugrenues et de mains qu'on agite, c'est rien que... C'est seulement pour... Elle s'arrêta, étonnée. Elle savait ce qu'elle voulait dire. L'idée était là, claire dans son esprit. Mais elle ne savait pas comment l'exprimer par des mots. C'était un sentiment horrible de découvrir des choses en elle et d'ignorer comment elles s'agençaient. Ce... Viens, sinon ça va nous prendre la journée. Elle secoua la tête et se dépêcha de rattraper ses frères. La chaumière de la sorcière comptait tellement d'extensions et d'appentis qu'on voyait mal à quoi avait ressemblé la construction originale, ou même s'il n'y en avait jamais eu. En était entourée d'épais parterres de ce que Mémé appelait librement les herbes. Des plantes étranges, velues, tapies ou entortillées, à fleurs bizarres, fruits éclatants ou cosses désagréablement pensues. Seule Mémé savait à quoi elles servaient. Et le pigeon ramier, assez affamé pour s'y attaquer, ressortait généralement en rigolant tout seul et en se cognant partout. Ou parfois, ne ressortait jamais. Maintenant, une épaisse couche de neige recouvrait les lieux. Une misérable manche à air claquait contre son mât. Mémé n'était pas d'accord pour voler, mais certaines de ses amies utilisaient encore les balais. « Ça a l'air désert, » dit Cerne. « Pas de fumée, » dit Gulta. Les fenêtres ressemblaient à des yeux, songea Esk, mais elle garda sa réflexion pour elle. « C'est seulement la maison de Mémé, » dit-elle. « Tout est normal. » La chaumière dégageait une impression de vide. Il le sentait. Les fenêtres ressemblaient vraiment à des yeux, noirs et menaçants sur le fond de la neige. Et personne dans les montagnes du Bélier ne laissait mourir son feu en hiver. Question de fierté. Esk avait envie d'annoncer « Rentrons chez nous ». Mais elle savait que dans ce cas, les garçons se sauveraient à toutes jambes. Aussi préféra-t-elle dire « D'après mère, il y a une clé accrochée à un clou dans les cabinets. » Ce qui n'était guère mieux. Même de simples cabinets inconnus étaient source de menues terreurs. Nids de guêpes, grosses araignées, bruissements de bêtes mystérieuses dans le toit, voire un petit ours qu'au cours d'un hiver particulièrement rigoureux, on y avait découvert à hiberner et qui avait provoqué des cas de constipation aiguë dans la famille, jusqu'à ce qu'on persuade l'animal d'aller coucher dans la grange. Alors des cabinets de sorcières, ça pouvait renfermer n'importe quoi. « Je vais aller voir, d'accord ?» ajouta-t-elle. « Si tu veux, » dit avec désinvolture Gulta qui parvint presque à dissimuler son soulagement. En fait, lorsqu'elle réussit à ouvrir la porte bloquée par la neige entassée, les cabinets étaient propres et nets, et ne renfermaient rien de plus sinistre qu'un vieil almanach soigneusement accroché à un clou. Par principe, Mémé avait des objections contre la lecture. Mais elle aurait été la dernière à prétendre que les livres, surtout ceux pourvus de pages bien fines, ne rendaient pas certains services. La clé partageait un rebord près de la porte avec une chrysalide et un reste de bougie. Esk la prit délicatement, en faisant attention de ne pas déranger la chrysalide, et rejoignit les garçons en vitesse. Inutile d'essayer la porte de devant. À Trouduc, seuls les fiancés et les cadavres les empruntaient. Et Mémé avait toujours évité d'appartenir à l'une ou l'autre catégorie. À l'arrière, la neige s'était accumulée contre la porte et personne n'avait cassé la glace du tonneau d'eau. La lumière commençait à s'écouler du ciel lorsqu'après s'être frayé un chemin jusqu'à la porte, ils persuadèrent enfin la clé de tourner. À l'intérieur, la grande cuisine était sombre, glaciale, et ne sentait que la neige. Il faisait toujours sombre, mais on avait l'habitude d'y voir un grand feu dans la vaste cheminée et d'y respirer les épais relents dont on savait trop ce qu'elle faisait bouillir ce jour-là, ce qui donnait parfois des maux de tête ou des visions. Ils explorèrent les lieux d'un pas hésitant, en lançant des appels. Puis Esk finit par se dire qu'on ne pouvait plus attendre davantage pour monter à l'étage. Le cliquetis du loquet à poussier de la porte qui donnait sur l'étroite cage d'escalier retentit plus fort qu'il n'aurait dû. Mémé gisait sur sa couche, les bras croisés serrés sur la poitrine. Une rafale avait ouvert la petite fenêtre.
De la neige poudreuse avait volé dans la pièce pour se déposer sur le plancher et le lit. Esk fixait des yeux la courte pointe en patchwork sous la vieille femme, parce qu'il arrivait parfois qu'un petit détail prenne de l'importance et emplisse tout l'univers. Elle entendit à peine Cern qui se mettait à pleurer. Bizarrement, elle se rappelait son père. Il avait confectionné la courte pointe 2 hivers plus tôt lorsqu'il avait presque autant neigé que cette année-ci et qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrage à la forge. Il s'était servi de toutes sortes de bouts de tissu qui avaient atterri à Trouduc de partout dans le monde, tels que soie, cuir de dilemme, coton d'eau, laine de targa et, vu qu'il ne valait évidemment pas grand-chose non plus en couture, il avait obtenu un machin grumeleux plutôt curieux, qui ressemblait plus à une tortue aplatie qu'à une courte pointe. Aussi sa mère avait-elle généreusement décidé de l'offrir à Mémé à la dernière veille des porchers et... Elle est morte? demanda Gulta comme si Esk était une experte en la matière. Les yeux d'Esk remontèrent sur Mémé Serdutin. La vieille femme avait le visage gris, amaigri. C'était à ça que ressemblaient les morts. Sa poitrine n'aurait-elle pas dû monter et descendre? Gulta se ressaisit. Faudrait aller chercher quelqu'un et faudrait se décider maintenant parce qu'il va faire noir sous peu, dit-il tout net. Mais Cern va rester ici. Son frère le regarda horrifié. Pourquoi donc? fit-il. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un reste avec les morts, répondit Gulta. Tu te rappelles quand l'oncle d'Ergar est mort et que Père a dû le veiller jusqu'au matin avec les bougies et tout. Sinon, il s'en vient quelque chose de mauvais qui emporte ton âme dans... quelque part, acheva-t-il maladroitement. Et après, les gens reviennent te hanter. Cern ouvrit la bouche pour se remettre à pleurer. Esk s'empressa de proposer « Moi, je vais rester. Je m'en fiche, c'est que Mémé. » Gulta la regarda avec soulagement. « Allume des bougies ou quelque chose, » dit-il. « Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Après... » Il y eut un grattement sur le rebord de la fenêtre. Un corbeau s'y était posé et les regardait avec méfiance en clignant des yeux. Gulta cria et lui jeta son chapeau. L'oiseau s'envola sur un croissement de reproches et le garçon referma la fenêtre. « Je l'ai déjà vu par ici, » dit-il. « Je crois que Mémé lui donne à manger. » Lui donner, se corrigea-t-il tout seul. « En tout cas, on va revenir avec du monde, ça sera pas long. Viens, Cern. » Ils descendirent bruyamment l'escalier sombre. Esk les vit sortir de la maison et verrouilla la porte derrière eux. Le soleil était une boule rouge au-dessus des montagnes, et les premières étoiles apparaissaient déjà. Elle fureta dans la cuisine obscure et finit par trouver un bout de chandelle et un briquet à amadou. Après bien des efforts, elle parvint à allumer la chandelle et la posa sur la table. Mais la flamme n'éclairait pas vraiment la pièce. Elle ne faisait que peupler d'ombre l'obscurité. Puis elle découvrit le rocking chair de Mémé près de l'âtre froid, et elle s'y installa pour attendre. Le temps s'écoula, et ne se passait rien. Puis, il y eut des petits coups à la fenêtre. Esk prit le bout de chandelle et scruta par les épaisses vitres rondes. Un œil jaune en trou de vrille cligna à son intention. La chandelle coula et s'éteignit. Esk, cloué sur place, osait à peine respirer. Les petits coups reprirent, puis s'arrêtèrent. Un court silence suivit. Puis, le loquet de la porte grinça. Quelque chose de mauvais s'en vient, avaient dit les garçons. Elle retraversa la pièce à tâtons et manqua trébucher sur le rocking chair qu'elle traîna pour le ramener devant la porte où elle le cala du mieux possible. Sur un dernier claquement, le loquet se tut. Esk attendit, écouta jusqu'à ce que le silence lui rugisse dans les oreilles. Puis quelque chose se mit à cogner contre la petite fenêtre de l'arrière-cuisine. Doucement, mais avec insistance. Au bout d'un moment, ça s'arrêta. Quelques instants plus tard, ça recommença dans la chambre au-dessus. Un grattement léger, comme un bruit de griffes. Esk sentait qu'il fallait faire montre de bravoure. Mais par une nuit pareille, la bravoure durait le temps qu'une chandelle donnait de la lumière, pas davantage. Elle retraversa la cuisine obscure à tâtons, les yeux étroitement fermés, et atteignit la porte. Un gros paquet de suie tomba dans l'âtre avec un bruit mat. Et, lorsqu'elle entendit les affreux grattements dans la cheminée, elle fit glisser les verrous, ouvrit la porte à la volée
et fila comme une flèche dans la nuit. Le froid la frappa comme un poignard. La gelée avait formé une croûte sur la neige. Où elle allait, elle s'en fichait. Mais une terreur sourde lui donnait l'envie folle de s'y rendre au plus vite. À l'intérieur de la chaumière, le corbeau atterrit lourdement dans l'âtre, au milieu de la suie, et marmonna tout seul avec humeur. Il sautilla et s'enfonça dans l'ombre. Un moment plus tard, le loquet de la porte au bas des marches retomba avec fracas, et des ailes battirent dans la cage d'escalier. Esk tendit le bras aussi haut que possible et tâtonna autour de l'arbre à la recherche du jalon. Cette fois, elle avait de la chance. Mais la combinaison de points et de traits lui apprit qu'elle se trouvait à plus d'1,5 kilomètre du village et qu'elle avait couru dans la mauvaise direction. Elle leva les yeux vers une lune en croûte de fromage et quelques malheureuses étoiles, petites, lumineuses, impitoyables. La forêt autour d'elle composait un décor de neige pâle et d'ombres noires. Des ombres qui, elle en avait conscience, n'étaient pas toutes immobiles. Tout le monde savait qu'il y avait des loups dans les montagnes, parce que certaines nuits, les échos de leurs hurlements rebondissaient depuis les hauteurs. Mais ils s'approchaient rarement du village. Les loups modernes étaient les descendants d'ancêtres qui avaient survécu pour avoir appris que la chair humaine avait des arêtes tranchantes. Mais l'hiver était rude, et cette bande-là avait assez faim pour tout oublier de la sélection naturelle. Est-ce que se souvint de ce qu'on répétait à tous les enfants? Grimper à un arbre, allumer un feu, en dernier recours trouver un bâton et au moins blessez-les. N'essayez jamais de les distancer à la course. L'arbre dans son dos était un être lisse, impossible à escalader. Esk regarda une ombre effilée se détacher d'une mare d'obscurité devant elle et se rapprocher un peu. Elle s'agenouilla, épuisée, effrayée, incapable de réfléchir, et gratta sous la neige brûlante de froid à la recherche d'un bâton. Mémé Cire du Temps ouvrit les yeux et fixa le plafond fissuré, bombé comme une tente. Elle se concentra pour se rappeler qu'elle avait des bras, non des ailes, et qu'elle n'avait pas besoin de sautiller. Il était toujours prudent de rester un moment allongé après un emprunt, pour que l'esprit s'habitue au corps. Mais elle savait qu'elle manquait de temps. « Fichue gamine !» marmonna-t-elle, et elle essaya de voler jusque sur le rebord du lit. Le corbeau, qui était déjà passé par cette expérience des dizaines de fois, et considéré, pour autant que les oiseaux en soient capables, ce qui ne les mène pas loin à la vérité, qu'un régime régulier de couenne de lard, des rogatons de choix et un nid douillet pour la nuit compensaient largement l'inconvénient de laisser de temps en temps Mémé partager sa tête. Le corbeau, donc, suivait la scène sans grand intérêt. Mémé mit la main sur ses chaussures et descendit lourdement l'escalier, réfrénant impitoyablement son envie de glissade. La porte était grande ouverte et une fine couche de neige poudreuse recouvrait déjà le sol de la cuisine. « Ah, fais chier !» lâcha-t-elle. Elle se demanda si ça valait la peine d'essayer de trouver l'esprit d'Esk. Les humains ne l'avaient pas aussi précis et clair que les animaux. Et de toute façon, celui de la forêt, plus puissant, rendait toute recherche improvisée aussi vaine que l'espoir d'entendre une chute d'eau par temps d'orage. Mais même sans regarder, elle sentait l'esprit unitaire de la bande de loups, une sensation âcre, fétide, qui emplissait la bouche d'un goût de sang. Elle parvint seulement à distinguer les petites traces de pas dans la croûte de gel, à demi comblée de neige fraîche. Jurant et grommelant, Mémé Cire du Temps s'enveloppa dans son châle et se mit en route. Le chat blanc s'éveilla sur sa corniche personnelle dans la forge en entendant les bruits qui provenaient de l'angle le plus sombre. Lefebvre avait soigneusement fermé les grandes portes derrière lui lorsqu'il était parti avec les garçons au bord de l'hystérie. Et l'animal observa avec intérêt l'ombre mince, qui tâta doucement la serrure, puis éprouva les gonds. Les portes étaient en chêne, durcies par la chaleur et le temps, ce qui ne les empêcha pas d'exploser jusque de l'autre côté de la rue. Le forgeron entendit un bruit dans le ciel tandis qu'il se dépêchait sur le sentier. Mémé aussi. C'était un vrombissement décidé, comme un vol d'oies, et les nuages de neige bouillonnèrent et se tire-bouchonnèrent à son passage.
Les loups aussi l'entendirent quand il vira à basse altitude au-dessus de la cime des arbres et s'écrasa comme un bolide dans la clairière. Ils l'entendirent hélas bien trop tard. Mais Messire du Temps n'avait plus besoin de suivre les traces désormais. Elle se dirigea vers les éclairs de lumière bizarres au loin, les curieux sifflements, les mystérieux chocs sourds et les hurlements de douleur et de terreur. Deux loups la croisèrent en trombe, les oreilles basses, farouchement résolus à ne pas se laisser arrêter par le moindre obstacle en travers de leur chemin. Il y eut un craquement de branches cassées. Quelque chose de gros et lourd atterrit dans un sapin près de la sorcière avant de s'écraser en gémissant dans la neige. Un autre loup fila dans une trajectoire rectiligne à hauteur de tête et rebondit sur un tronc d'arbre. Le silence se fit. Mémé se fraya un passage entre les branches enneigées. Elle vit que la neige était tassée en un cercle blanc. Quelques loups gisaient à la périphérie, morts, ou sagement décidés à ne pas faire le moindre mouvement. Le bourdon se tenait tout droit dans la neige, et Mémé eut l'impression qu'il se tournait pour la regarder tandis qu'elle le dépassait à pas compter. Il y avait aussi un petit tas au centre du cercle, étroitement recroquevillé sur lui-même. Mémé s'agenouilla avec quelque peine et avança doucement la main. Le bourdon bougea. Ce n'était guère plus qu'un tremblement, mais la vieille femme arrêta son geste juste avant de toucher l'épaule d'Esk. Elle leva un regard mauvais sur les sculptures de bois et le défia de bouger encore. L'air s'épaissit. Puis le bâton parut faire machine arrière, quoique sans bouger, et en même temps quelque chose d'indéfinissable souffla on ne peut plus clairement à la vieille sorcière qu'en ce qui concernait le bourdon, il ne s'agissait pas d'une défaite, mais d'une simple décision tactique. Surtout qu'elle ne se figure pas avoir gagné parce que ce n'était pas le cas. Esk frissonna. Mémé la tapota distraitement. « C'est moi, petite. Rien que la vieille Mémé. » Le tas ne se redressa pas. Mémé se mordit les lèvres. Les enfants la laissaient toujours perplexe. Elle les cataloguait, quand il lui arrivait de penser à eux, quelque part entre les animaux et les gens. Les bébés, elle les comprenait. On versait du lait à un bout et on tenait l'autre aussi propre que possible. Avec les adultes, c'était encore plus facile, parce qu'ils se chargeaient eux-mêmes de l'alimentation et du nettoyage. Mais entre les deux existait un monde qu'elle n'avait jamais vraiment cherché à explorer. Pour ce qu'elle savait des enfants, on essayait de les empêcher d'attraper quoi que ce soit de fatal et on priait pour que tout se passe bien. Mémé, en réalité, était embarrassée. Mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose. « Ils ont fait peur à la Fifi, les vilains loulous, hein ?» risqua-t-elle. Pour des raisons autres que celles prévues, ça parut marcher. Des profondeurs du tas, une voix assourdie lança « J'ai 8 ans, tu sais. » Quand on a 8 ans, on se met pas en boule dans la neige, dit Mémé qui avançait à tâtons dans les méandres d'une conversation adulte-enfant. La boule ne répondit pas. Je dois bien avoir chez moi du lait et des petits gâteaux, hasarda Mémé. Aucun effet perceptible. Escarina Lefèvre, si tu te relèves pas tout de suite, je vais te flanquer une de ces fessées. Esk sortit prudemment la tête. Pas la peine de te fâcher, dit-elle. Quand Lefèvre atteignit la chaumière, Mémé venait juste d'arriver, tenant Esk par la main. Les garçons, inquiets, regardèrent autour d'eux de derrière leur père. Fit le forgeron qui ne savait trop comment entamer une conversation avec une supposée défunte. On m'a dit que t'étais malade. Il se retourna et lança un regard furibond à ses fils. Je me reposais et j'ai dû m'assoupir. J'ai le sommeil très lourd. Oui, fit Lefèvre d'une voix hésitante. Bon, tout va bien alors. Qu'est-ce qui lui arrive à Esk? Elle a eu une petite frayeur, répondit Mémé qui pressa la main de la fillette. Des ombres et ainsi de suite. Elle a besoin de se réchauffer. J'allais la coucher dans mon lit, si ça te convient. Elle sait plus trop où elle en est. Lefèvre n'était pas tout à fait sûr que ça lui convenait. Mais il était sûr que son épouse, comme toutes les autres femmes du village, tenait Mémé Sire du Temps en très haute estime.
voire éprouver envers elle une crainte mêlée de respect, et que s'il commençait à soulever des objections, il perdrait rapidement pied. Parfait, parfait, dit-il. Si ça te dérange pas, je l'enverrai chercher demain matin, d'accord? C'est ça. Fit Mémé. Je t'inviterai bien, mais je suis sans feu. Non, non, ça va comme ça, se hâta de dire Lefebvre. Mon dîner m'attend. Pas le temps de causer, ajouta-t-il en baissant les yeux sur Gulta qui ouvrait la bouche pour dire quelque chose et jugea plus sage de la refermer. Quand ils furent partis, alors que les protestations des deux garçons résonnaient parmi les arbres, Mémé ouvrit la porte, poussa Esque à l'intérieur, entra et verrouilla derrière. Elle prit 2 bougies dans sa réserve au-dessus du buffet et les alluma. Puis elle sortit d'un vieux coffre des couvertures plus toutes jeunes mais encore bonnes qui sentaient les herbes antimites et enveloppa Esque dedans avant de l'installer dans le rocking chair. Elle se mit à genoux, sur fond de craquements et de grognements, et entreprit d'allumer un feu. Tâche délicate réclamant de l'amadou, des copeaux de bois, des bouts de brindilles, beaucoup de souffle et force jurons. Esque lança. T'es pas obligé de t'y prendre comme ça, mémé. Mémé se raidit et regarda la plaque de cheminée. Un beau contre-feu que Lefebvre lui avait fondu des années plus tôt, orné de chouettes et de chauves-souris. Mais pour l'heure, elle ne s'intéressait pas au motif. Ah oui, Fit-elle d'une voix parfaitement calme. tu connais un meilleur moyen, c'est ça. Tu pourrais l'allumer par magie. Mémé, avec une grande attention, disposait des bouts de brindilles sur les flammes récalcitrantes. Et comment je m'y prendrai, je te prie? Demanda-t-elle, l'air de poser sa question à la plaque de cheminée. Bah, Fit Esque. je... je me souviens pas. Mais toi, tu dois bien le savoir, non? Tout le monde est au courant que tu fais de la magie. Il y a magie et magie, Dit Mémé. l'important, ma fille, c'est de savoir à quoi elle sert et à quoi elle sert pas. Et crois-moi, elle a jamais été faite pour allumer des feux, ça tu peux en être sûr. Si le Créateur avait voulu qu'on se serve de la magie pour allumer des feux, eh ben, il nous aurait pas donné des allumettes. Mais est-ce que tu pourrais allumer un feu par magie? Demanda Esque tandis que Mémé suspendait un vieux chaudron noir à son crochet. Je veux dire, si t'avais envie, si c'était permis. Possible, Répondit Mémé qui en était incapable. Le feu n'avait pas d'esprit. Il n'était pas vivant. Et ça faisait 2 raisons sur 3. tu l'allumerais beaucoup mieux. Ce qui mérite d'être fait mérite aussi d'être mal fait. Dit Mémé cherchant son salut dans les aphorismes, dernier refuge de l'adulte en état de siège. Oui, mais y a pas de mais. Mémé fourragea dans une boîte en bois sombre sur le buffet. Elle tirait fierté de sa connaissance sans égale des propriétés des herbes locales. Nul mieux qu'elle ne savait les nombreuses utilisations de l'auriculette, du thym de pucelle, de la suée d'amour. Mais il lui fallait parfois recourir à sa petite réserve de remèdes âprement négociés et précieusement amassés, importés des pays étrangers, quand ce qui la concernait, elle situait n'importe où au-delà d'un jour de marche, pour obtenir l'effet désiré. Dans un gobelet, elle émietta quelques feuilles rouges et sèches, recouvrit de miel et d'eau chaude du chaudron, et fourra le tout dans les mains d'Esque. Puis elle plaça une grosse pierre ronde sous la grille du foyer. Plus tard enveloppée dans un morceau de couverture, elle ferait un chauffe-lit, et s'enfuit dans l'arrière-cuisine après avoir formellement ordonné à la gamine de ne pas bouger de son siège. Esque battait des talons sur les pieds du rocking chair et sirotait sa boisson. Elle lui trouvait un curieux goût poivré. Elle se demandait ce que c'était. Elle avait déjà goûté au breuvage de Mémé, évidemment. Il contenait plus ou moins de miel. Ça dépendait si elle vous trouvait trop turbulent ou pas. Et Esque la savait renommer dans toutes les montagnes pour les potions spéciales qui guérissaient des maladies que sa mère, et aussi quelques jeunes femmes, de temps en temps, n'évoquaient qu'à voix basse, les sourcils levés. Quand Mémé revint, Esque dormait. Elle la mit au lit et verrouilla les fenêtres. La gamine ne se rendit compte de rien.
La sorcière descendit au rez-de-chaussée et tira le rocking chair plus près du feu. Il y avait quelque chose, se disait-elle, qui se tapissait dans l'esprit de l'enfant. Elle préférait ne pas y penser, mais elle se rappelait ce qui était arrivé au loup. Et toute cette histoire d'allumer des feux par magie, les mages faisaient ça. C'était l'un des premiers tours qu'ils apprenaient. Mémé soupira. Il n'y avait qu'un moyen d'être sûre, mais elle se faisait plutôt vieille pour ce genre d'épreuve. Elle prit la bougie et traversa l'arrière-cuisine pour gagner l'appentis qui abritait ses chèvres. Les bêtes l'observèrent avec intérêt, chacune couchée dans son enclos comme une boule de fourrure, 3 bouches qui mâchaient en rythme la ration quotidienne de foin. L'air y était chaud, légèrement flatulent. Au-dessus, dans les chevrons, se tenait une petite chouette, l'une des nombreuses créatures à estimer que la vie en compagnie de Mémé valait bien quelques menus sacrifices. L'oiseau lui vint sur la main à son ordre, et elle caressa sa tête ronde d'un air songeur tout en cherchant un coin confortable où s'étendre. Un tas de foin. Bah, il faudrait s'en contenter. Elle souffla la bougie et s'allongea sur le dos, la chouette perchée sur son doigt. Les chèvres continuaient de mastiquer, de rôter et de déglutir dans la nuit douillette. On n'entendait qu'elle dans la maison. Le corps de Mémé s'immobilisa. La chouette sentit la vieille femme entrer dans son esprit et lui fit gracieusement de la place. Mémé savait qu'elle allait le regretter. 2 emprunts le même jour. Demain matin, elle ne serait plus bonne à rien, elle aurait une furieuse envie de manger des souris. Évidemment, quand elle était plus jeune, elle n'y attachait aucune importance. Elle courait avec les cerfs, chassait avec les renards, apprenait les mœurs curieuses et ténébreuses des taupes, passait rarement une nuit dans son propre corps. Mais ça devenait plus difficile à présent, surtout pour le retour. Peut-être qu'un jour elle ne pourrait pas revenir, que son corps resté chez elle ne serait plus que de la chair morte. Peut-être que ce ne serait pas si mal, tout compte fait. Voilà le genre de choses que les mages ne connaîtraient jamais. S'il leur arrivait un jour d'entrer dans l'esprit d'une créature, ce serait comme des voleurs. Non par malveillance, mais parce qu'il ne leur viendrait tout bonnement pas à l'idée de procéder autrement à ces bougres de couillons. Et à quoi bon habiter le corps d'une chouette? On ne pouvait pas voler, il fallait toute une vie pour apprendre. Mais la bonne manière consistait à entrer dans son esprit, à la guider aussi doucement que le vent berce une feuille. La chouette s'agita, battit des ailes pour s'élever jusqu'au petit appui de la fenêtre et glissa dans la nuit de son vol silencieux. Les nuages s'étaient dispersés et la lune étriquée faisait miroiter les montagnes. Mémé scrutait l'obscurité à travers des yeux de chouette tandis qu'elle filait sans bruit entre les rangées d'arbres. C'était la seule façon de se déplacer une fois qu'on savait s'y prendre. Elle aimait les emprunts d'oiseaux par-dessus tout. Elle se servait d'eux pour explorer les hautes vallées cachées où personne ne se rendait, les lacs secrets entre des falaises noires, les tout petits champs clos de murs sur des bouts de terrain plat, blottis à flancs de roche, propriété d'être réservés, retirés du monde. Une fois, elle avait accompagné les oies qui franchissaient les montagnes chaque printemps et chaque automne, et elle avait connu la peur de sa vie en manquant dépasser le point de non-retour. La chouette émergea de la forêt et rasa les toits du village pour se poser dans une pluie de neige sur le plus grand pommier du verger de Lefebvre. Il croulait sous le gui. Elle sut qu'elle avait raison dès que ses serres touchèrent l'écorce. L'arbre ne l'acceptait pas. Elle le sentait qui essayait de la repousser. « Je partirai pas », songea-t-elle. Dans le silence de la nuit, l'arbre dit « Brutalisez-moi tant que vous y êtes parce que je ne suis qu'un arbre. Typiquement féminin. » Au moins, tu sers maintenant à quelque chose, songea Mémé. Un arbre, ça vaut mieux qu'un mage, hein? Pas désagréable comme vie, songea l'arbre. Du soleil, de l'air pur, du temps pour réfléchir, et aussi des abeilles au printemps. Il y avait, dans la manière dont l'arbre avait prononcé le mot abeille, quelque chose d'égrillard qui enleva à Mémé, laquelle avait plusieurs ruches, toute envie de miel. Comme lorsqu'on vous rappelait que les œufs étaient des poulets pas encore nés. Je viens pour la petite fille. Esque, Siffla-t-elle.
Une enfant prometteuse, songea l'arbre. Je la suis avec intérêt. Et puis elle aime me croquer les pommes. Espèce de cochon, fit Mémé outré. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ça vous gêne que je vive, dites-le. Mémé glissa de côté pour se rapprocher du tronc. Faut que tu la laisses partir, Songea-t-elle. la magie commence à venir. Déjà, impressionnant, fit l'arbre. C'est pas la bonne magie, cria Mémé. C'est de la magie de mage, pas de la magie de femme. Elle sait pas encore de quoi il s'agit, mais ça tue une dizaine de loups cette nuit. Chouette, fit l'arbre. Mémé en ulula de rage. Tu trouves ça drôle? Et si elle s'était disputée avec ses frères et mise en colère, hein? L'arbre eut l'équivalent d'un haussement d'épaule. Des flocons de neige cascadèrent de ses branches. Alors il faut que vous la formiez, dit-il. Que je la forme? Comme si je m'y connaissais pour former des mages. Alors envoyez-la à l'université. C'est une fille. Chuinta Mémé qui sauta sur sa branche. Et alors, qui a dit que les filles ne pouvaient pas être mages? Mémé hésita. L'arbre aurait tout aussi bien pu demander pourquoi les poissons ne pouvaient pas être des oiseaux. Elle prit une profonde inspiration, commença de parler et s'arrêta. Elle savait qu'il existait une réponse cinglante, blessante, percutante et surtout évidente. Seulement, à son profond regret, elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Les femmes ont jamais été mages. C'est contre nature. Comme si on disait que les sorcières pouvaient être des hommes. Si par sorcière, vous définissez celle qui rend un culte au désir universel de création, c'est-à-dire qui vénère fondamentalement, commença l'arbre qui poursuivit pendant plusieurs minutes. Mais Messire du Temps écouta avec un déplaisir impatient des expressions du genre déesse mère et culte lunaire primitif, et se dit qu'elle savait parfaitement en quoi ça consistait d'être une sorcière. Une sorcière s'occupait d'herbes, de malédictions, de voler la nuit et, généralement, de rester du bon côté de la tradition. Mais sûrement pas de frayer avec des déesses, mères ou non, qui apparemment se livraient à des tours on ne peut plus douteux. Et lorsque l'arbre en vint à prononcer les mots « danser nu », elle s'efforça de ne pas écouter. Parce que même si elle avait conscience que de la peau existait quelque part sous les strates invraisemblables de ses chemises et jupons, ça ne voulait pas dire qu'elle en avait bonne opinion. L'arbre termina son monologue. Mémé attendit pour être sûre qu'il n'allait rien ajouter et demanda « C'est ça, la sorcellerie, hein? Le principe théorique, oui. Vous autres, les mages, vous avez vraiment de drôles d'idées. » L'arbre fit « Je ne suis plus un mage, seulement un arbre. » Mémé hérissa ses plumes. Bon, alors écoute-moi, monsieur l'arbre à principe théorique. Si les femmes devaient être mages, elles se laisseraient pousser de longues barbes blanches. Et celle-là, elle ne deviendra pas mage. Que ce soit bien clair, parce que c'est pas la bonne façon de se servir de la magie, tu m'entends? C'est lumière, feu, pouvoir et compagnie. Elle touchera pas à ça et je te souhaite le bonsoir. La chouette quitta la branche en piqué. C'est uniquement pour ne pas contrarier son vol qu'elle ne tremblait pas de rage. Les mages. Ils parlaient trop et épinglaient des charmes dans les livres comme des papillons. Mais pire que tout, ils se figuraient que leur magie était la seule qui valait la peine qu'on la pratique. Mémé était absolument sûre d'une chose. Les femmes n'avaient jamais été mages, et ce n'était pas aujourd'hui qu'elles allaient commencer. Elle fut de retour à la chaumière dans la pâleur de la nuit finissante. Son corps au moins était reposé après avoir dormi dans le foin. Mais elle comptait passer un moment dans le rocking chair pour se remettre les idées en ordre. C'était la bonne heure, quand la nuit n'était pas tout à fait achevée ni le jour tout à fait levé, quand les pensées jaillissaient claires et nettes, sans voile. Elle... Le bourdon était appuyé contre le mur près du buffet. Mémé s'immobilisa presque complètement. « Je vois, dit-elle enfin.
Alors c'est comme ça, hein? Dans ma propre maison aussi. Imperceptiblement, elle s'approcha du coin du feu, jeta quelques quartiers de bûche sur les braises et actionna le soufflet jusqu'à ce que les flammes rugissent dans la cheminée. Satisfaite, elle se retourna, marmonna par précaution quelques charmes de protection à voix basse et saisit le bourdon. Il ne résista pas. Elle faillit se casser la figure. Mais maintenant qu'elle le tenait en main, elle sentait les picotements, les crépitements caractéristiques de la magie comme par temps d'orage qui le parcouraient. Et elle se mit à rire. C'était aussi simple que ça alors. Il n'avait plus envie de se battre. Maudissant les mages et leurs œuvres, elle leva le bourdon au-dessus de sa tête et le lança en travers des landiers qui tintèrent, là où le feu était le plus vif. Esk hurla. Le cri transperça le plancher de la chambre et faucha l'espace de la chaumière obscure. Mémé était vieille, fatiguée et elle avait la tête un peu embrouillée après une journée aussi longue. Mais la survie d'une sorcière exige une aptitude à sauter directement aux conclusions. Aussi, alors même qu'elle contemplait le bourdon dans les flammes et entendait le cri de la fillette, ses mains se tendaient-elles déjà vers le gros chaudron noir. Elle le renversa au-dessus du feu, dégagea le morceau de bois du nuage de vapeur et s'élança dans l'escalier, redoutant ce qu'elle allait voir. Est-ce que se tenait assise dans le lit étroit? Elle n'était pas brûlée, mais elle criait à tue-tête. Mémé prit l'enfant dans ses bras et tenta de la réconforter. Elle ne savait pas trop comment on s'y prenait, mais des tapotements affolés dans le dos et de vagues bruits rassurants parurent faire de l'effet. Les cris se muèrent en gémissements, puis en sanglots. Ici et là, Mémé comprenait des mots tels que feu, chaud, et sa bouche se pinça en un trait amer. Elle finit par rallonger la fillette. Elle l'aborda et redescendit l'escalier sur la pointe des pieds. Le bourdon avait retrouvé son mur. Elle constata sans surprise que le feu ne l'avait aucunement marqué. Mémé tourna son rocking chair face à lui et s'assit, le menton dans la main, la mine sombre et résolue. À ce moment, le siège se mit à se balancer de lui-même. On n'entendait aucun autre bruit dans le silence qui s'épaississait, se propageait et emplissait la pièce comme un brouillard opaque. Terrible. Le lendemain matin, avant qu'Esk ne se lève, Mémé cacha le bourdon dans le chaume, en lieu sûr. Esk prit son petit déjeuner et but un demi-litre de lait de chèvre sans rien laisser voir des événements des dernières 24 heures. C'était la première fois qu'elle restait chez Mémé plus longtemps que les brèves visites habituelles. Et pendant que la vieille femme faisait la vaisselle et triait les chèvres, elle profita au maximum de la permission qu'on lui accordait tacitement d'explorer la maison. Elle découvrit que la vie dans la chaumière n'était pas des plus simples. La question du nom des chèvres, par exemple. « Mais il leur faut des noms, dit-elle. Tout a un nom. » Mémé la regarda de derrière les flancs en forme de poire de la chèvre principale, pendant que le lait giclait dans le seau trapu. « Elles ont sans doute des noms en chèvre, dit-elle vaguement. À quoi ça leur servirait, des noms en humain? Bah, fit Esk qui s'arrêta. Elle réfléchit un instant. Comment tu leur fais faire ce que tu veux alors? Elles le font, voilà. Et quand elles ont besoin de moi, elles bêlent. Esk, gravement, donna un brin de foin à la bête. Mémé l'observa songeuse. Les chèvres avaient des noms entre elles, ça elle le savait bien. Il y avait chèvre qui est mon petit, chèvre qui est ma mère, chèvre qui mène le troupeau, et une demi-douzaine d'autres noms parmi lesquels, et non le moindre, chèvre qui rend chèvre. Elle avait une organisation de troupeau compliquée. 4 estomacs, un système digestif qui paraissait très actif par nuit calme, et Mémé avait toujours pensé que les affubler de noms dans le genre de boutons d'or revenaient à insulter ces nobles animaux. « Est-ce que... » fit-elle une fois décidée. « Oui? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? » Est-ce que l'air interdit? « Sais pas. » Eh ben, reprit Mémé dont les mains continuaient de traire. Qu'est-ce que tu crois que tu feras une fois adulte? Je sais pas, moi. Je me marierai, je pense.
Tu veux te marier? Les lèvres d'Esk allaient prononcer le S de c'est pas, mais au vu du regard de Mémé, la fillette se ravisa et réfléchit. Tous les adultes que je connais, ils sont mariés. Finit-elle par dire avant de réfléchir encore. Sauf toi, ajouta-t-elle prudemment. C'est vrai. Dit Mémé. T'as pas voulu te marier? Ce fut au tour de Mémé de réfléchir. J'y ai jamais pensé. Dit-elle enfin. Trop de choses à faire, tu comprends. Père dit que t'es une sorcière. Fit Esk, risquant le tout pour le tout. C'est ce que je suis. Esk hocha la tête. Dans les montagnes du Bélier, on mettait les sorcières au même rang que, dans d'autres cultures, les bonnes sœurs, les percepteurs d'impôts ou les vidangeurs. C'est-à-dire qu'on les respectait, qu'on les admirait parfois, qu'on applaudissait à leur travail dont quelqu'un devait bien se charger, mais qu'on ne se sentait jamais vraiment à l'aise dans la même pièce qu'elle. Mémé demanda Ça te plairait d'apprendre la sorcellerie. La magie, tu veux dire? fit Esk dont les yeux s'allumèrent. Oui, la magie. Mais pas la magie de charlatan. La vraie magie. Tu sais voler? Il y a d'autres choses plus intéressantes. Et je peux les apprendre? Si tes parents sont d'accord. Esk soupira. Mon père le sera pas, Alors, j'irai lui causer. dit Mémé.